It is a ben non, very facile finalement, puisque on est là maintenant tous ensemble. Alors avant de commencer, je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir cliqué présent pour ce moment important. C'est un moment qui nous permet de réviser, d'apprendre, de se rappeler. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. C'est un moment qui permet de se retrouver, de se voir en partie, au moins pour vous. Moi, j'en vois quelques-uns de temps en temps, quelques-unes. Et c'est un moment aussi qui nous permet de conserver du lien social. Voilà. Et c'est important parce qu'on est tous confinés. Et donc, évidemment, restez chez vous. Vous n'êtes pas sans savoir que la pratique du parapente est formellement interdite et que à ce titre-là, il faut absolument éviter de se mettre en danger et puis surtout de faire du parapente ou de faire des activités risquées, ce qui pourrait emboliser encore un peu plus le service d'urgence. Donc, bienvenue à tous sur ce cours de météorologie pendant lequel on va revoir un peu les bases, aller un peu plus loin que les bases. Et c'est un format nouveau pour moi, donc j'ai recréé complètement le fichier. J'ai l'intention d'en faire un tous les vendredis soirs. D'accord. Donc ce soir, c'est météorologie. Vendredi prochain, ça sera aérologie. Après, on aura mécanique de vol, on aura du facteur humain, on aura ce que vous aimez tous, le cadre de pratique de la réglementation. Vous êtes les bienvenus. D'accord. Donc voilà. On va donc commencer par la météorologie. Ça passe ou pas? La météorologie, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Ça ne devrait pas vous poser de problème particulier. Il faut aimer la météorologie, mais pour ça, il faut la prendre de la bonne manière, partir du bon pied et arriver à comprendre ce qui se passe autour de nous, analyser ce qui se passe autour de nous pour, en fin de compte, prendre la décision d'aller voler ou pas demain ou après-demain ou après-après-demain. On n'est pas sur de l'aérologie qui est plus instantanée. On est sur la météorologie, ce qui permet de comprendre ce qui se passe pour savoir ce qui va arriver. D'accord? Donc évidemment, la météorologie, c'est l'étude des météores. Et les météores, c'est tout ce qui se trouve dans le ciel. Un petit hommage appuyé à mon ami et collègue Michel, qui vous parle souvent d'une arrivée massive d'hydrométéores quand juste il prend un orage sur la gueule, quoi. Mais ça me plaît trop. Il est fou. D'accord? Donc voilà. La météorologie, c'est quelque chose que vous devez connaître. En réalité, quand vous êtes commandant de bord, quand vous naviguez à bord d'un parapente, vous devez savoir ce qui va se passer. Ça fait partie de vos obligations. D'accord? On parle non plus là d'une possibilité de savoir ou de ne pas savoir, mais vous devez absolument savoir que le temps qu'il va faire pour pouvoir aller voler. Donc, on a 4 échelles distinctes de la météorologie, et c'est simple parce qu'on part du plus loin au plus près. La première, c'est inscrit dessous, c'est l'échelle climatologique. L'échelle climatologique, c'est celle qui permet de… Des fois, je relis un peu les phrases, ça me permet de réfléchir et de gagner un petit peu de temps. Pas de gagner du temps, mais de réfléchir. C'est celle qui permet de caractériser les particularités météorologiques en fonction des régions du globe et des saisons. C'est tout marqué. Hein. En gros, vous avez sur la Terre 3 grosses parties de météo. Vous avez les pôles, d'accord? Vous avez les zones intertropicales, vous avez les pôles, le front polaire, et ensuite vous avez l'équateur. C'est 3 grandes zones qui nous concernent et qui nous permettent de savoir quel temps il fait, quel temps il va faire et tout ce qui va bien. Une première chose, lorsque vous voyez que ici vous avez la Terre, vous avez la Terre qui est ronde, vous avez ici l'équateur. Sur Terre, l'hémisphère nord que vous avez là est en secteur d'ouest, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici part de la gauche vers la droite. Avec la caméra, je ne sais pas si c'est le bon machin, mais de la gauche vers la droite. En dessous, c'est l'inverse. Tout part de la droite vers la gauche. D'accord? Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que quand vous êtes en France, quand vous êtes sur la côte ouest, eh bien vous avez toutes les perturbations
qui vous arrive par l'ouest et qui traverse la France comme ça. C'est important pour ce qu'on va voir après. L'échelle climatologique, elle est importante parce que c'est aussi la mémoire de notre météorologie. Vous avez partout dans le monde et partout sur Terre, sur mer, des relevés météorologiques qui se font tout le temps, en permanence dans les avions de ligne, sur les bateaux, sur les marégraphes, tout ce que vous voulez. Et toutes ces données sont envoyées vers les supercalculateurs en permanence pour pouvoir ensuite commencer à faire de la prévision. Mais toutes ces données qui sont rentrées à chaque instant, à chaque seconde, sont toujours conservées en mémoire. Et le but étant de pouvoir faire une prévision, par exemple dans 15 jours ou 3 semaines, avec une situation approchante à celle qu'on a connue aujourd'hui, si c'est le cas. D'accord ? Donc, la météorologie se fait avec de l'instantané, mais aussi avec la mémoire de ce qu'on a pu vivre en termes d'évolution et en termes de relevé. Ça, c'est super important. Ensuite, vous avez l'échelle météorologique. Alors, l'échelle météorologique, elle, c'est ce qui concerne ou l'Atlantique, ou la France, ou la Méditerranée, ou le sud de la France. Ça relève de ce qu'on vit tous les jours. C'est la météo courante. Et c'est ce qui permet de savoir, par exemple, en France, quel temps il fait, quels sont les vents en différentes altitudes, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas. Et une fois que vous avez tous ces éléments, on peut commencer à faire une prévision. Alors, la prévision télévisée, c'est une chose soit claire, c'est une prévision qui en général est très très bonne. Une prévision télévisée, c'est une prévision qui est faite par des gens, Levin Delia, qui vous voulez d'ailleurs. Hein. Ce sont des gens qui ont une grosse formation en météorologie. Ils sont tous au moins prévisionnistes au premier degré et ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas que des pantins derrière un écran vert, un peu comme moi maintenant. Et là, vous avez. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ensuite, derrière, vous avez l'échelle aérologique. Et c'est celle qui va concerner, par exemple, la Sainte-Baume ou la Sainte-Victoire ou la Mounine à Marseille aujourd'hui. Hein, on avait un vent relativement fort, apparemment. Et au vent, sous le vent de la montagne, ça c'est l'échelle aérologique. Et ensuite, vous avez le phénomène ultra concentré, qui est l'échelle micro-aérologique, micrométéorologique, pardon, micrométéorologique, où on définit un phénomène à un moment donné, à un endroit. Là, une pompe à couillon, un thermique qui part toujours au même endroit, c'est une échelle micrométéorologique. Comme vous le voyez sur l'image, un dust devil, c'est de l'échelle micrométéorologique. Bon, là, on est plus en général dans le constat que dans l'analyse, parce que s'il fait beau, qu'il y a un plafond à 2000, il va y avoir des thermiques, et si l'air est froid et sec et qu'il y a une très grosse pression atmosphérique, il va y avoir des dust devils. Donc, ça confirme ce qu'on avait prévu. Donc, voilà les 4 aspects, les 4 approches de la météorologie. Et vous voyez donc, comme je vous l'ai dit, hein, en météo, que ce soit en termes de prévision ou d'études, on part toujours du plus loin vers le plus près. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant. Donc, c'était une espèce d'introduction. Et on va attaquer maintenant sur la suite. Sur la suite, si j'arrive à changer de page. Voilà. On ne peut pas, et personne ne peut le faire une prévision météorologique si on ne connaît pas les 4 états de la masse d'air. Alors, juste un petit rappel pour tous. Vous savez qu'il a été réédité il y a peu de temps le bouquin de Hubert Aupetit, qui est un génie absolu en termes de météorologie, Les Visiteurs du ciel. Et ce bouquin décrit bien la nécessité absolue de connaître les 4 états de la masse d'air pour pouvoir faire une prévision et comprendre et savoir ce qui se passe. Comment on fait en France et dans les autres pays pour savoir ça? Eh bien, tous les jours, on envoie en France, je crois que c'est plus que 3 points, Nîmes, Courbessac, le nord de la France, et puis je ne sais plus trop. On envoie un ordinateur, un ballon, accrocher un ballon à l'hélium qui monte dans le ciel. D'accord? Donc, il monte le plus haut possible, et à tous les 5 mètres, il relève la température, la pression, l'hygrométrie et le déplacement. Le déplacement, c'est le vent. Quelle est l'importance de ce relevé-là? Il y a un exemple qui est relativement sympa dans le document.
c'est que si vous comparez deux molécules d'air, une qui est au sommet du Mont Blanc ou une autre au cœur de la forêt amazonienne, les stacks auraient suffi. Je ne sais pas ce qu'on est allé branler au milieu de la forêt amazonienne, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. La température de l'air, c'est une température pour laquelle le corps humain a une faible tolérance. S'il fait très froid ou très très chaud, ça peut vous mettre mal à l'aise rapidement, alors que la pression atmosphérique, pas du tout. Qu'on soit en anticyclone ou qu'on soit en dépression, physiquement, vous ne le ressentez pas, pas du tout, même si la nature le ressent, même si c'est un instrument de mesure qui est intéressant. La deuxième différence de la molécule d'air, c'est que s'il n'y en a pas beaucoup dans un volume donné, c'est-à-dire si on n'a pas beaucoup de pression, eh ben, la dernière fois que je suis monté au sommet de l'aiguille du Midi sous bêta-bloquant, je voulais tuer tout le monde. Je faisais un pas et je m'évanouissais. Je faisais un pas, je m'évanouissais. C'était absolument terrible. Simplement parce que plus on monte dans l'atmosphère, moins la pression est forte. Je vous rappelle à tous, à toutes fins utiles, que la pression, c'est le poids d'une colonne d'air de 10 km sur 1 mètre carré. C'est colossal. C'est absolument colossal. Ça correspond à peu près au poids de la même colonne d'eau qui ferait 20 mètres au-dessus de vos épaules. C'est juste pour vous donner un ordre de comparaison. En Amazonie, là, l'humidité, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui marchent dans la forêt, ils se noient. Ils sont à 100% d'humidité. En réalité, on peut très bien être à 100% d'humidité. 100% d'humidité, c'est la norme de saturation maximale, mais évidemment, on ne se noie pas. D'accord ? Quand on est à 100% d'humidité, on rajoute un petit peu de fraîcheur là-dessus et bim, vous faites un nuage. Nico, tu es en radio là ? Non, parce que j'ai une voix derrière. Ok. Ah ouais, je suis là. Pourquoi? Ok, d'accord, c'est toi. Combien de personnes? On est à 101 personnes. Qu'ils soient tous les bienvenus. En nous comptant. D'accord. Donc, la température de l'air, la pression atmosphérique, l'humidité. Évidemment, si vous faites le Mont Blanc ou l'Everest, il faudra boire beaucoup d'eau parce que vous serez complètement desséché. L'air sera beaucoup moins humide. Alors, un air qui est moins humide, ça veut dire que dedans, il y a moins de vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est de l'eau sous forme gazeuse. Et donc, elle va condenser un peu plus tard ou pas du tout. En gros, pour revenir sur la base, vous devez connaître les 4 états de la masse d'air. Les 4 états, c'est la température. Si elle est chaude, de l'air chaud ou de l'air froid, ça ne fait pas la même chose. De l'air froid sur de l'air chaud, de l'air chaud sur de l'air froid, ça ne fait pas la même chose. D'accord ? Sa pression, plus un air se détend quand il monte, plus il se refroidit. Plus il est refroidi, plus il condense tôt. Alors s'il condense tôt et qu'en plus il était déjà froid au départ et qu'en plus il est très humide, ben, il va y avoir des nuages très tôt. Vous voyez ? Donc la corrélation entre ces 4 éléments est extrêmement forte, mais ça donne une variable qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et ensuite, le quatrième élément de la masse d'air, ben, c'est le vent, la vitesse à laquelle l'air se déplace. D'accord ? Donc il se déplace ou de manière sur une grande échelle, c'est de la météorologie, ou sur une petite échelle, c'est de l'aérologie. Pour le coup, il se déplace quand même. Voilà. Donc, en résumé, vous voyez qu'on caractérise une masse d'air grâce à ces 4 paramètres d'état. Lorsque l'on fait de la prévision météorologique, évidemment, il y a 2 autres éléments qui sont très importants une fois qu'on a ces données en temps réel, c'est qu'on a également besoin de connaître quelle est la température de l'eau de mer, qui est un élément fondamental en matière de prévision météorologique, ainsi que le déplacement des masses nuageuses qui se font à l'aide de radars, satellites et tout ce qui va bien. JC, pour que ça soit plus interactif, ouvre la partie chat et écrit converser. Il y a des personnes qui vont intervenir. Je vais essayer de faire ça maintenant. Voilà. Comme ça, tu peux prendre en temps réel les réactions de tout le monde. Alors, à noter, contrôle à distance plus… Excusez-moi, hein, je cherche juste à savoir comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la partie 4. Je vais évidemment y arriver. Hein.
Pardonnez-moi 2 secondes. Hein. Sur participants en bas, JC. Participant en bas, mais j'ai pas participant en bas. Putain. Si tu cliques, touche une fois l'écran, après il y a participants qui s'affichent en bas. Alors, touche une fois l'écran. Tac. Non, mais pas, j'ai pas ça. Excusez-moi, hein, je vais forcément le trouver. Hein, je vous le dis, hein, le format est nouveau. La fenêtre est derrière ton partage d'écran. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Là, tu vois que ton partage d'écran. Ah, d'accord, très bien. Très bien, attends, bougez pas. Tac. Donc, tu cherches converser. Pardon? Tu cherches converser, tu auras la fenêtre de chat de tout le monde. Alors, très bien, j'ai trouvé, excusez-moi. Voilà. Converser, très bien, mais j'ai personne qui parle là. Hein? Message affiché? J'ai pas bien compris, pardon? Est-ce que tu me dis là? Ah non, pardon. Ah, converser là, oui, d'accord, excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai conversé. C'est pas vendant. Oui, bien sûr, j'ai 10 mètres de JC. Tu me Voilà, dis c'est oui. ça. Ok, c'est reparti, pardonnez-moi. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Ok, super. J'y suis. Hein. Donc, voilà. Donc, sur les paramètres d'état, on a terminé. C'est quasiment le plus important. D'accord. Continuons ensuite sur l'atmosphère. Parce qu'évidemment, l'atmosphère, c'est tout ce qu'on a au-dessus de la tête. Hein. Et on va étudier maintenant l'atmosphère, en sachant que la partie de l'atmosphère qui nous intéresse, c'est attendez, tac, où je mets ça là, c'est la troposphère, d'accord, pour laquelle la limite inférieure est le sol et la limite supérieure est la tropopause. Je vous rappelle juste à toutes fins utiles qu'on considère pas pareil à toutes les altitudes, mais on va prendre ça pour argent comptant, que lorsque l'on monte dans la masse d'air, on perd 1 degré tous les 100 mètres. C'est le gradient adiabatique. Sec quand on est dans le bleu et humide quand on est dans le nuage. Donc, vous voyez sur le schéma dessous que l'atmosphère est composée de différentes tranches. La première, c'est la troposphère. Vous voyez, la troposphère, elle monte à peu près jusqu'à 16 km. Alors, on appelle ça la troposphère parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et on arrive en haut, ça s'appelle, à la limite, ça s'appelle la tropopause. Et la tropopause, c'est intéressant parce que c'est l'endroit auquel la température arrête de descendre quand on monte en altitude. Ça devient une barrière pour nos nuages, et vous verrez tout à l'heure que c'est à cet endroit que les nuages sont bloqués, notamment un nuage qui monte jusqu'à cette altitude, évidemment, c'est le cumulonimbus. Vous avez la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, la ionosphère. La stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et la ionosphère, on s'en branle. On s'en branle parce que ça ne nous concerne pas. Nous, notre terrain de jeu, c'est la troposphère. Et encore, dans la troposphère, on va la découper en 3 étages. L'étage normal, l'étage bas, l'étage moyen, l'étage alto et l'étage supérieur, l'étage sirop. Et nous, notre terrain de jeu, ça sera celui d'en bas. Donc, on est vraiment tout en bas. D'accord. Vous voyez qu'une chose aussi importante, c'est que le rayonnement ultraviolet est en général arrêté par l'entrée dans la stratosphère. Le rayonnement solaire, lui, même s'il s'affaiblit, il va vraiment jusqu'en bas. Et c'est grâce à ça qu'on peut voler, faire du parapente quand on n'est pas confiné. Voilà. Donc voilà l'espace dans lequel on évolue. Donc une atmosphère standard, j'aime bien parler du mot standard parce que la météo finalement ce n'est qu'un jeu de référence. Il faut qu'on parle juste tous la même chose pour être sûr que on parle de la même chose.
C'est un peu le principe que quand tu parles de la même chose. Donc, la pression atmosphérique standard, vous la voyez, elle est à 0 mètre, c'est le premier étage. Elle est à 15 degrés. Et elle est de 1013 hectopascales. Le vrai chiffre, c'est 1013,25, mais c'est que pour ceux qui veulent faire un petit peu les savants, quoi. Sinon, 1013, ça va bien. On considère que si la pression est supérieure à 1013, eh bien, on est sur une tendance anticyclonique. Et si elle est inférieure à 1013, on est sur une tendance dépressionnaire. Les tendances anticycloniques sont favorables au vol libre. Les tendances dépressionnaires ne sont pas favorables au vol libre. C'est le principe général. Il ne faut pas se focaliser que là-dessus, mais c'est le principe général. Donc, vous voyez les températures qu'il fait à 20 000 mètres d'altitude, il fait 56,5 degrés. Et on a la décroissance de la pression pour 1000 mètres d'altitude en hectopascal et des degrés. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait linéaire. Plus on monte et moins ça décroît. Mais nous, en général, voilà, on s'arrête que sur le premier étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Quel étage on va, nous? Eh ben, nous, on va jusqu'à OFL 95 parce qu'on ne peut pas voler en parapente au-dessus de 3800 mètres, hein, hormis certains cas. Donc, c'est là l'altitude de référence pour les parapentistes. Mais moi, je vous dis ça, je vous dis rien. OK? Donc, voilà, l'atmosphère standard, sachons-le, le plus important à retenir, c'est que c'est 1013 hectopascales à 15 degrés au niveau de la mer, 1013,25. Alors, donc, les 4 états de la masse d'air. Vous allez voir que c'est important parce que le cours est fait de manière un peu novatrice. L'ordre est un peu changé. On va d'abord parler des choses de base et après, on va mélanger tout ça pour avoir une idée de la cyclogénèse, la naissance vie et mort d'une dépression et voir ce qui nous est favorable ou pas favorable. En tout cas, Michel, spécial dédicace, les nuages sont l'expression la plus visible de ce qu'on appelle un météore. D'accord ? Un météore, c'est quelque chose qui circule dans le ciel. D'accord ? Une météorite, vous savez ce que c'est. Un hydrométéore, c'est une goutte d'eau. Et un gazométéore, ça doit être un nuage. Il faudrait que je demande à Michel, je ne sais pas. Un météore, c'est une particule qui est étrangère à la masse d'air. Voilà. C'est quelque chose qui est dans le ciel, qui est étranger à la masse d'air et qu'on peut voir. D'accord ? C'est étranger également à la composition de l'atmosphère. On sait que la composition de l'atmosphère, c'est du Covid-19, non, pardon, de l'oxygène, de l'azote, tout le reste, on s'en branle. C'est des gaz rares à très très faible proportion. Et on sait que dans l'air, on a à peu près 21% d'oxygène, d'accord ? Quelle que soit l'altitude, plus on monte, moins on en a, mais c'est pareil, d'accord ? Donc, on va parler là des nuages. Alors, j'aime bien commencer un cours théorique avec les élèves en face-to-face. Tu dis aux élèves, mais il y a combien de types de nuages ? Ouh là là, 28. Quoi ? 28. Ah non, on n'a pas 28, de quoi tu parles ? T'es con, quoi ? Il n'y a que 2 types de nuages. Les nuages de type cumuliforme et les nuages de type stratiforme. Un cumuliforme, ça ressemble à un mouton. Un stratiforme, ça ressemble à une strate, ça ressemble à une couche bien plate, d'accord ? Donc, les nuages d'accumulation comprennent le mot cumulus. Donc, les strates, stratus, les cumulus, c'est de l'accumulation. Du latin cumulus, cumulo, qui veut dire j'accumule, je crois. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les nuages, il y a 2 types de nuages. Alors, regardez, déjà, vous ne savez pas trop nuages. Je vous dis, il y a 2 types de nuages. Vous prenez le premier type de nuage, le cumulus. Déjà, vous connaissez un non-nuage. Mais figurez-vous que ce nuage, en fonction de l'endroit où il se trouve dans notre troposphère, dans notre atmosphère à nous, eh bien, il ne porte pas le même nom. Un cumulus, quand il est en bas, jusqu'à environ 2000 mètres d'altitude, d'accord ? Eh bien, ça s'appelle un cumulus. C'est l'étage inférieur. Vous avez ensuite le cumulus qui se trouve à l'étage moyen, entre 2000 et 7000 mètres. Alors là, je vous dis de suite,
Il n'y a pas deux bouquins qui donnent les mêmes chiffres, mais c'est à peu près, tu prends la couche et tu la coupes en 3. Le problème, c'est que plus la couche est épaisse, plus les marges, les tiers sont épais, et plus elle est petite, plus les tiers sont petits. Après, des fois, il y a 4 tiers, mais ça dépend de la taille des tiers. C'est Rému qui a dit, puis de Buzzatier. Vous avez donc un cumulus qui est tout en bas, c'est un cumulus. Le cumulus qui est dans la zone du milieu, c'est la zone alto, et bien ça s'appelle un altocumulus. Et un cumulus qui est dans la zone d'en haut, ça s'appelle un cirrocumulus. D'accord? Les nuages qui sont dans la couche supérieure, cirro, ce sont des nuages qui sont exclusivement faits de glace, de cristaux de glace en suspension. D'accord? Donc vous avez déjà les 3 étages. Donc vous aviez rien, vous ne saviez rien. Et là vous avez le cumulus, l'altocumulus, le cirrocumulus, le stratus, c'est pareil, vous avez le stratus, vous avez l'altostratus et le cirrostratus. En 10 minutes, vous êtes devenus des génies de la météo. Parce que vous savez qu'il y a 6 types de nuages, qu'il y a 3 couches, d'accord, et que l'apparition et la disparition de ces nuages dépend des 4 états de la masse d'air. Température, pression, hygrométrie, déplacement. Avec ça, vous pouvez tout faire en météo. Si vous avez les bonnes informations, si vous voyez bien ce qui se passe, si vous avez les bonnes informations. Donc, pardonnez-moi, oh là là, c'est parti trop vite là, bim, bim, voilà, oh non, les nuages. Donc, les nuages, eh bien, écoutez, on les voit, ils sont tous là. Tu me laisses, on les voit, s'il te plaît. Alors, vous avez les 3 couches que vous avez à gauche. L'étage bas, moyen, élevé. L'étage bas, l'étage alto, l'étage cirro. Vous avez tout en bas le cumulus et le stratus, on est d'accord? Le stratocumulus, c'est un peu comme quelqu'un qui… J'entends un bébé, Nico. Le stratocumulus, c'est un peu comme quelqu'un qui ne s'est pas encore trouvé, vraiment. Tu vois, c'est plutôt stratus ou cumulus? Plutôt stratocumulus, tu vois ce que je vais te dire. Donc, c'est un cumulus qui est un peu allongé. Je rigole, bien évidemment. Vous avez au-dessus les altocumulus qui sont jamais annonciateurs de super nouvelles, les altostratus comme on en a parlé, et ensuite, au-dessus, les cirrocumulus, les cirrostratus et ces fameux cirrus. C'est là. C'est là que je vous pose la question. Comment Cirrus peuvent-ils être ton frère? Eh bien, Cirrus, c'est 6 slaves. 6 slaves, c'est qui se nettoie. Et si se nettoie, c'est donc ton frère. Le loup et l'agneau. Est-ce que tu vois quand j'applaudis? Non. Je mets des réactions, j'applaudis à chaque fois. Non. C'est bien dommage parce que ça me donnera du cœur à l'ouvrage. Hein. Quand vous avez un voile de Cirrus, Cirrus, c'est un nuage qui est très très haut. Vous allez comprendre tout pour toi, parce que souvent, sur les fronts chauds, les nuages arrivent par le haut. On verra ça tout à l'heure. Et là, vous avez 2 espèces de monstres. Le premier que vous voyez à gauche de l'image, qui est le cumulonimbus, qui est le nuage d'orage par excellence, monstre d'instabilité, de pluie et de glace. C'est méchant. Et vous avez à droite le nimbostratus, qui est un nuage en général qui occupe les 2 étages. Il peut être un peu plus haut qu'il ne l'est actuellement, et qui est un nuage de front chaud. C'est un nuage qui, et je crois qu'il y a un nimbostratus sur Paris. C'est des nuages qui font pas de perturbation, pas de vent. Le nimbostratus, l'autre c'est le bordel. Hein. Le nimbostratus, pas de vent, et qui fait une petite bruine, une petite pluie fine et éparse. C'est de la merde. C'est de la merde. Franchement, c'est de la bruine. Déjà, le mot bruine, c'est pas engageant, tu vois. Alors, quand tu vois la gueule du nuage, voilà. Donc là, vous avez la famille. Lionel demande la parole. Hein. Comment? Il y a un Lionel qui demande la parole. Alors, donne-lui. Là, il suffit qu'il active son micro. Oui, Lionel. On ne peut pas activer le micro. Ah, ça y est. Non, fausse manip. Laisse tomber. Ok, je baisse la main. C'est bon, tu peux continuer, JC, excuse-moi. Adjudant un jour, adjudant toujours. Enfin, je me comprends. Donc, vous avez, on a fait là le tour des nuages, d'accord? Les nuages sont jamais la cause, les nuages sont toujours la conséquence.
en amont et en aval. Putain, je viens de trouver un truc là. En gros, un nuage, c'est qu'un marqueur. Il est là que parce que deux masses d'air différentes se sont rencontrées, de températures différentes se sont rencontrées, et donc ils représentent quelque chose, ou alors simplement parce que de l'air chaud s'est élevé. Si c'est deux masses d'air de températures différentes qui se sont rencontrées, c'est un nuage météorologique. S'il est né d'une masse d'air chaude qui s'élève, c'est un nuage convectif. Vous avez donc deux types de nuages, les météorologiques, les convectifs. Voilà. On passe à la page suivante. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, en conversation de tous, une évaluation de l'accessibilité de ce que je fais, de ce que je dis et ce que vous voyez, parce que c'est un peu nouveau pour moi, donc ça m'arrangerait. Ça baigne. Nickel. Ça marche bien? Ouais, nickel. Nickel. Ouais, pour moi, c'est sympa. Ouais. C'est top. Ok, super. Super. C'est le top, JC, c'est le top. Bravo. Donc, je reprends. Est-ce qu'il y a des nuages dangereux pour la pratique de parapente? Tout est dangereux en parapente, même le parapente, c'est dangereux. Mais on ne parle que des nuages. Concernant les nuages, écoutez, vous avez deux types de nuages qui sont dangereux pour le parapente. Le premier type de nuage, c'est évidemment le nuage, le cumulonimbus, le nuage qui est derrière moi, alors que vous voyez, qui est le cumulonimbus. Le cumulonimbus est dangereux parce qu'il indique une vitesse verticale de vent vertigineuse. Donc, il est dangereux. On parlera. Si vous avez des questions après, posez-moi une ou deux questions sur le cumulonimbus parce que vous allez être surpris. Sur ce nuage, beaucoup de gens ont de fausses certitudes. Vitesse de vent verticale trop importante. Le deuxième nuage qui est très dangereux, c'est évidemment le lenticulaire. Le lenticulaire que vous voyez là. Alors, je vais vous faire un aveu. Vous allez le voir tous. Regardez. Je suis dans ma chambre. Derrière, c'est mon armoire. Il y a Margaret qui vient de passer toute nue il y a 3 secondes. C'est con, hein? Ça va, je rigole. Et donc, évidemment, c'est ce nuage absolument incroyable, le lenticulaire qui est tellement magnifique, mais qui, lui, annonce du vent fort horizontalement. Donc, cumulonimbus dangereux, lenticulaire dangereux. Tout le reste, c'est jouable pour nous. Pour le lenticulaire, c'est juste en altitude, JC? Le lenticulaire, il peut être à différentes altitudes. Il peut être très bas comme il peut être très très haut. C'est un nuage qui est extrêmement compliqué et qui mériterait un cours à lui tout seul, parce que c'est un nuage d'ondes et c'est un nuage qui naît au vent et meurt. C'est un nuage orographique. Il naît au vent. Là, si vous voulez, si le vent vient de là, il naît ici et il meurt là. Il meurt là. Le nuage, il y a énormément de vent, mais le nuage ne bouge pas. D'accord? C'est juste parce que de l'air humide monte, il se refroidit, et comme c'est une onde, un lenticulaire c'est une onde, quand ça descend, hop, ça se décondense, ça s'évapore, ça décondense. Moi, je suis décondensé. Et quand ça remonte, hop, quand ça remonte, ben, ça se recondense. Donc, ça fait le sommet d'une coupole comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça lenticulaire. Ça indique des vents très très forts, mais c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Hein. On a tous l'image au sommet au sommet du mont Fujiyama, de ces espèces de coupelles lenticularis dont personne ne sait si ce n'est pas un montage vidéo, mais en tout cas c'est magnifique. Qu'ils soient tous les bienvenus. D'accord? Donc dites-vous bien ça, deux types de nuages dangereux, ceux qui montent et ceux qui vont vite à plat. D'accord? Je vais vous le dire parce que ça m'a cassé les couilles. JC. Quoi? Non, je voulais te dire, c'est parce que des fois, on peut en voir des lenticulaires et des fois, ça vole, même avec un lenticulaire. Mais j'imagine que c'est parce qu'il est très haut. Oui, alors pour le coup, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il ne faut pas le faire. D'accord. Il faut pas on peut voler avec des lenticulaires, mais il ne faut pas le faire. Quand tu as des lenticulaires, en général, c'est synonyme de vents horizontaux très très forts. Et sachez qu'un vent n'est jamais isolé. Une masse d'air qui bouge dans un sens ou dans l'autre, elle arrache toujours par frottement le reste de la masse d'air qui est à côté. Donc voilà, évidemment, si j'ai. Et puis les lenticulaires sont des nuages qui en général sont assez hauts, qu'on voit de loin. Si on les voit loin, ça peut être ailleurs. Ça m'est arrivé de voir des nuages
derrière, des lenticulaires loin derrière la Sainte-Victoire très haut, alors que nous, on est à Cuges. D'accord. Mais tu vas prendre une branlée. Tu vas prendre une branlée. Personne ne sait quand, mais tu vas la prendre. Ok. Voilà. Pour les nuages. Donc là, c'est simple. Je fais juste des petits rappels. Vous avez les 4 états de la masse d'air. Vous avez les types de nuages. Vous avez les nuages dangereux. Vous avez les différentes échelles. Eh bien, on va arriver à quoi après ça? On va tout prendre, on va tout mélanger. Et il y a une loi de la mécanique des fluides. Dite deuxième loi de la thermodynamique. Ne prenez pas de notes parce que je dis n'importe quoi, mais ça fait trop bien. Qui dit que deux fluides de température différentes ne peuvent pas se mélanger. En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, pas dans le mouvement rapide. D'accord? C'est super important parce que si deux fluides de température différentes pouvaient se mélanger, on serait mort. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. Parce qu'évidemment, il pleut parce qu'il y a des nuages. Et s'il y a des nuages, c'est parce que les fluides de température différentes ne peuvent pas se mélanger. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, une fois qu'on a vu les différents types de nuages, les 4 états de la masse d'air, et on passe tout simplement et tout naturellement à la perturbation. Si c'est possible, là, si je ne demande pas trop, là, voilà. Une perturbation. Alors ça, on est dans le cœur, dans la quintessence de ce qui nous concerne au jour le jour. Comme c'est rappelé au départ, vous avez l'air polaire, l'atmosphère, pardon, qui est composée de masses d'air très différentes. D'accord? Il ne vous aura pas échappé qu'il fait un peu plus froid au pôle Nord qu'en Amazonie. C'est un peu le principe des endroits différents. On le divise en deux types parce que ça nous arrange pour expliquer la cyclogénèse. Pardonnez-moi, j'ai la porte qui claque. Pardonnez-moi. Ça nous arrange pour expliquer la cyclogénèse. Vous avez sur les pôles nord et sur les pôles sud de l'air polaire, donc plutôt froid, sec et dense. Attention, écoutez bien ce que je vous dis, l'air il est dense, pas comme ça. Il est dense, il est plus sec. L'air froid est plus lourd que l'air chaud parce qu'il est plus dense. L'air chaud est plus léger que l'air froid parce qu'il est moins dense. D'accord? Donc, en résultat de la faible insolation des pôles, ben, ça reste froid. Et puis, comme le Soleil il a tendance à tourner comme ça autour de la Terre, on a un ensoleillement maximum avec des variations été-hiver, mais on a de l'air plutôt chaud, léger et humide autour de l'équateur, ben, un peu comme la voisine. Pardon. Et donc, quand vous voyez ça, clairement, on voit du bleu, on voit du rouge, et puis regardez là. Eh bien, à un moment, ces masses d'air se rencontrent. Et là, on est sur le front polaire. Le front polaire, c'est les masses d'air chaudes qui remontent vers le nord et la masse d'air froide qui descendent vers le sud qui se rencontrent. Et ça ne fait pas bon ménage. Le froid et le chaud, c'est comme le chien et le chat. C'est comme le froid et le chaud. Ça ne fait pas bon ménage. D'accord? Donc, au moment où elles se rencontrent, elles glissent l'une sur l'autre. Donc, l'air tropical, lui qui est plus chaud, est au-dessus et l'autre passe dessous. D'accord? Et regardez ce qui est en dessous, c'est très important, c'est très intéressant, pardon. On est sur les ondulations du front polaire. Vous voyez, l'air chaud là qui passe sur l'air froid qui vient s'engouffrer sous l'air chaud, on est au front polaire et on a les perturbations qui naissent. Il vaut mieux se dire que les perturbations les plus importantes que l'on ait, c'est à ces latitudes-là. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on ait une région tempérée, hein, d'accord? Donc, les différentes natures et les différences de vitesse de déplacement des masses, sachez qu'une masse d'air chaud se déplace environ à 18 km à l'heure, une masse d'air froide se déplace environ à 25 km à l'heure. C'est important pour le reste, ça. Hein. Environ, hein. Mais il y a des choses à savoir. Quand je vous dis que deux masses d'air de température différentes ne peuvent pas se mélanger, lorsque vous avez un front froid ou un front chaud qu'on va voir juste après, eh bien, un front, c'est 150 mètres de large. Un front, ça fait 150 mètres. Voilà. C'est l'endroit où les deux masses d'air se rencontrent. D'accord? Donc, ces ondulations du front polaire, là, lorsque les masses d'air arrivent, ces conflits, voilà, c'est vraiment des conflits. Hein, on voit, parce que c'est des énergies folles hein,
qui s'affrontent arrivent gentiment à se rencontrer. On a la naissance d'une perturbation qui est liée à la dépression dans la masse d'air tropicale par rapport à son environnement d'air polaire. Quand tu viens taper par-dessous, tu as l'air chaud, que tu remontes tout, mais tu crées une dépression. Alors, cette carte que j'ai dessous là arrive un peu tôt dans le cours, mais elle est assez intéressante parce qu'elle elle démontre bien. Donc, on est dans l'hémisphère nord parce que ça va de l'ouest vers l'est, je vous le rappelle tout à l'heure. Vous avez là l'air chaud, de l'air froid qui rencontre de l'air chaud ici. Ça commence à tourner dans le sens anti-horaire parce que la force de Coriolis fait que dans l'hémisphère nord, une dépression tourne dans le sens anti-horaire. Pour tout vous dire, il y a la loi de Buys-Ballot qui pourrait expliquer ça très facilement, mais c'est juste méga super chiant et c'est juste bon pour les moniteurs de parapente et encore. Si vous voulez une référence, vous allez voir sur Google la loi de Buys-Ballot et après la loi de Coriolis qui en découle, mais c'est la loi de Buys-Ballot qui explique ça. Mais la vérité, on s'en branle. Les anticyclones tournent, les dépressions tournent dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère nord et la dépression anti-horaire et les anticyclones dans le sens horaire. Et vous avez ça. Vous avez, tac, ça se met à tourner. Et puis vous voyez qu'ici, quand ça se met à tourner, là, ça se met à tourner dans ce sens-là. Ici, vous avez de l'air froid. Ici, vous avez de l'air chaud. Comme je vous ai dit tout à l'heure que l'air froid rattrape l'air chaud puisqu'il avance plus vite que lui, il est là. À un moment, il le rattrape, il va pour le rattraper. D'accord ? Et quand cet air froid que vous avez ici rencontre l'air chaud que vous avez là, cette rencontre-là crée un front. Un front, c'est la rencontre de deux masses d'air de températures différentes. JC, je t'écoute. Voilà. Mais c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est au niveau des températures, des masses d'air qui se rencontrent et qui font des dépressions, des dépressions. Il ne faut pas obligatoirement qu'elles soient stricto sensu, tu sais, à 1013. Non, ça n'a aucun. Un gradient de température qui fait que ça va rentrer en collision, etc. C'est ça ? Le seul élément, c'est l'image. Le seul élément, c'est la différence de température. Tout le reste, on s'en branle. Ce dont tu parles, la pression, dépression, surpression, ça va être la conséquence de cette chose-là. Ça sera la conséquence de ça. Il n'y a rien d'autre. Le standard, en fait, je veux dire, on parle toujours de dépression de 1013 hectopascal, etc. Mais quand on voit qu'il y a vraiment une dépression, si on regarde les températures il y a une dépression parce qu'il y a une perturbation qui arrive. Elles sont un peu moins conséquentes que… Non, ça n'a rien à voir. Il faut juste une différence. Il faut juste… Il faut juste un gradient. Un gradient. Un gradient, une différence de température. Okay. Alors, vous avez là, donc là, ici, là, vous avez un front chaud. Là, vous avez un front froid. Donc là, c'est un peu le bordel. Là, c'est beaucoup le bordel. Et tant que l'air froid, qui est plus rapide, d'accord ? On est d'accord que là, vous avez la dépression. Vous avez ici, là, la dépression qui est née du soulèvement de la masse d'air chaude au départ. Ça se met à tourner. Et l'air froid, hop là, il va récupérer, il va chercher le front chaud. Et il va continuer ici jusqu'au moment où, là, vous allez mieux le comprendre après. L'air froid, juste à ce moment-là, vous avez l'air froid qui a rattrapé l'air chaud et ça amène à une occlusion. Une occlusion, c'est quand on arrive à un équilibre d'abord de pression et ensuite des températures. Voilà. Donc, vous avez là l'évolution d'une… C'est pas suffisant, évidemment, ça va aller beaucoup plus loin. Mais vous avez l'évolution, vous avez la naissance ici, vous avez la vie ici, et vous avez la mort ici d'une dépression. Naissance, vie et mort d'une dépression. Finalement, à l'examen du brevet de pilote confirmé ou à l'examen des qualifications biplace, quelqu'un qui me sort un schéma comme ça,
eh ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez dessous, là. Vous avez le front, derrière, en plus, les fronts sont matérialisés. Le front froid qui est là, qui vient soulever la masse d'air chaude. Le front chaud, qui est la masse d'air chaude. On est d'accord que tout va vers là-bas, hein, qui passe sur l'air froid. Ici, la dépression, et ici, l'occlusion, les équilibrages qui arrivent ici. C'est un dessin que j'ai adoré, que je trouvais plutôt bien fait. Je vous rappelle juste que si vous voulez prendre la parole et intervenir, il faut lever la main et c'est Nicolas qui gère. Tu es là, Nico? Yes, je suis toujours là. Non, tu dors. Non, je suis là. Non, tu dors. Je sais quand tu dors. Alors, en termes de frontologie, regardez, la frontologie, c'est l'étude des différents fronts d'une perturbation. D'accord? Alors, on est d'accord que ce n'est pas le front polaire dont on a parlé tout à l'heure, qui lui est la naissance du contact de ces masses d'air, d'accord? Mais c'est juste des fronts que nous avons chez nous et qui sont une limite de deux masses d'air de températures différentes, de caractères différents. Ne pensez qu'à la température, ne pensez pas à autre chose, d'accord? Deux masses d'air de températures différentes, mais qui ont la même humidité, ça va mettre le bordel, sauf qu'on va pas le voir. Voilà, c'est juste ça. C'est la température qui est importante. On dit qu'en Bretagne, ils ont pas des chapeaux ronds, mais qu'ils ont du beau temps tous les jours et du mauvais temps tous les jours. En gros, ils ont des dépressions qui passent tous les jours. Et une dépression, quand vous êtes quelque part, c'est vous êtes là, vous avez un front chaud qui arrive. Ensuite, vous avez le front froid. Ensuite, vous avez l'occlusion et le beau temps qui revient. C'est un peu le principe de la perturbation. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Naissance, vie et mort d'une perturbation. Sur les schémas que je vais vous montrer maintenant, vous avez cela. Alors, retenez ça. Ici, vous avez des petits triangles bleus. En général, le froid, ça rend les gens tout bleus et ça pique. Ça, c'est un front froid. S'il n'y a pas de couleur parce que tu as un crevard, eh ben, tu fais un truc noir. L'essentiel, c'est que ça pique. Le chaud, ça brûle. Quand tu es brûlé, tu es tout rouge. Et puis le chaud, c'est rond. Eh bien, c'est comme ça qu'il est matérialisé ou comme ça. Merci, professeur, pour le chaud rond. Ah, ça fait plaisir. En dessous, vous avez le front stationnaire, qui est un front qui ne bouge pas. Voilà, c'est un front, syndicalisé, d'accord, où on est dans le statu quo. Vous avez le rouge d'un côté et le bleu de l'autre côté. Contrairement au front occlu dessous, le front occlu où on arrive sur un équilibrage des pressions et ensuite des températures, vous avez des symboles qui sont du même côté. Vous avez des occlusions froides qui vous laissent une sensation de froid et des occlusions chaudes qui vous laissent une sensation de chaud. Ça, vous verrez ça ultérieurement. D'accord? Donc, pour vous rappeler que les passages de front, un front sépare toujours deux masses d'air de températures différentes, d'accord, dont le mélange direct est impossible. Vous vous souvenez de ce que je vous dis tout à l'heure? On ne peut pas mélanger. Si vous prenez un aquarium, que vous versez tout doucement de l'eau chaude, rouge, et de l'eau froide, bleue, et bien, vous allez avoir deux couches. Ça ne va pas se mélanger. Le rouge, évidemment, sera au-dessus, parce qu'il sera plus léger que le bleu, mais ça ne va pas se mélanger. D'accord? Sur les rapports de densité, c'est bien expliqué. Là, vous avez l'air chaud qui est plus léger que l'air froid. La vapeur d'eau est plus légère que l'air sec, ce qui fait que par rapport à de l'air sec et froid, l'air plus chaud et plus humide, chargé en vapeur d'eau, montera pour se placer au-dessus. Donc c'est toujours, quoi qu'il arrive, c'est toujours le chaud qui gagne. C'est toujours moi. Quoi? D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, sur la naissance, vie et mort d'une dépression, dans un premier temps, vous avez l'arrivée du front chaud. Sur un front chaud, les nuages arrivent par le… Oui, par le haut. Je ne vous entends pas. Mais c'est mieux comme ça, je pense. Regardez, un front chaud, c'est ça. Un front chaud, vous avez ici de l'air froid. Alors, l'air froid, pour une raison ou pour une autre, on s'en branle, il est figé, il ne bouge pas, il est là. Et vous avez une… Ouais, Nico?
Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, levez la main. Comment on gère ça comment? Ah, Nicolas a levé la main, je ne le vois pas. Attends. Bah, t'es Ouais, sûr non, que- une erreur de manip. Pardon. Erreur de manip. Ok, ben, vas-y, passe la main, bâtard. Ah ouais, voilà, Nico. Regardez, vous êtes là, l'air, il est ici, il est froid, il est arrêté, et là, vous avez de l'air chaud qui arrive. D'accord? C'est parce que la perturbation est née à l'ouest et elle arrive vers vous. Vous n'avez rien demandé. C'est pas le bordel, tout va bien, vous n'avez pas de vent, et vous avez le chaud. Et là, vous êtes là, et vous habitez dans l'immeuble le plus petit qu'il y a ici parce que vous n'avez pas de quoi vous payer un bel appartement. Donc, vous êtes là, dedans. Et si vous êtes là, vous êtes d'accord que si toute cette masse d'air arrive de la gauche, la première chose que vous allez voir, c'est évidemment ça, quand ça sera ici, d'accord? Eh bien ça, c'est le fameux voile de Cyrus, qui peut être ton frère, qui annonce l'arrivée d'un front chaud. Quand vous avez un voile de Cyrus en altitude qui arrive, ça bloque déjà pas mal la convection, donc les thermiques sont anémiques, hein, mais vous avez donc une indication forte d'arrivée d'un front chaud. Si vous avez un front chaud, en général, derrière, vous allez avoir le front froid. Et puis là, évidemment, comme les nuages sont arrivés ici, ils ont tapé sur de l'air qui était plus froid, plus dense, et donc ils sont passés par-dessus, ils veulent monter par-dessus. Vous avez l'air qui est transparent, qui est monté, mais là, il est matérialisé par la vapeur d'eau qui contient, et vous avez donc ici des cirrus, des cirrostratus, des altostratus et un nimbostratus. Le nimbostratus, c'est le barpapapa des nuages. Il est cool. Ah non, ça c'est. Boum, boum, boum. Barpapapa, je sais pas. Donc vous êtes là. Vous allez prendre ici de la pluie. Là. Fine et éparse. C'est de la bruine. Et vous avez le front chaud. Le front chaud, c'est simplement de l'air chaud qui arrive et qui vient chez vous où c'est un peu plus froid. D'accord? Et ça se déplace d'ouest en est. On est toujours sur un sens de déplacement comme celle-là. Et la flèche bleue que vous avez ici montre bien qu'on a la masse d'air qui va vers le haut. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la masse d'air? Eh bien, comme je vous ai dit, la convection thermique s'affaiblit. On affaiblit l'ensoleillement, mais également, et ça c'est important, on a la masse antérieure, on a un affaiblissement de la masse antérieure surmonté petit à petit par l'air chaud gagnant du terrain. Ça, c'est en train de s'affaiblir petit à petit. D'accord? Évidemment, ça arrive vite, ça monte, mais là, on a un affaiblissement de la masse d'air antérieure. On s'en branle un petit peu pour le coup. Pardon. D'accord? Quand je vous l'ai dit, souvenez-vous de ça, hein, ça c'est Marseille parapente. Un front chaud, les nuages arrivent par le haut. Un front bas, les nuages arrivent par le bas. Nuage annonçateur. Tu es sûr? Comment? Vers la gauche? Tu es sûr que c'est de la droite vers la gauche? De la droite vers la gauche? Non, c'est de la gauche vers la droite, Patrick. Ouais, d'ouest en est, quoi. D'ouest en ouest, ok. Ouais. Non, parce que tu t'es un petit peu trompé, JT. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que les gens auront. Merci, mon poteau. N'oublie pas de lever la main pour parler, poteau, parce que si tout le monde fait comme ça, on va être dans la merde. J'ai plus de main. Donc là, tac, on est sur de la gauche vers la droite. Oui, mais comme moi j'ai l'écran face à moi, c'est pas facile. Hein. Donc, vous avez. Hop là, excusez-moi. Tac, 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 tac. Ah ouais, j'ai la maîtrise complète du bordel. Là. Oh putain, excusez-moi, je vais vomir. Pardon. Excusez-moi. Hop là, doucement, Flo, arrête. Tu me couvres. Les nuages annonçateurs et les suivants, c'est ceux que je viens de vous annoncer. Ça part du haut et ça va vers le bas. Hein, d'accord? Donc, une fois que vous avez le front froid qui est passé, on a évidemment le front chaud qui arrive. Vous voyez ici, quand ils disent la plus fine en général, ça s'appelle la bruine. Voilà. Sur le passage, on verra après les différentes parties de la perturbation. Hein. Lorsqu'on arrive sur un front froid, d'accord, eh bien, le front froid, il est méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'on a des gradients de température qui sont plus importants. Et puis surtout parce que sa méthode est absolument pas la même. Le front froid, lui, il arrive, il déglingue tout le monde. Comme il est plus froid, vous avez donc ici, regardez, hop là, de l'air chaud qui est ici, l'air chaud du front chaud, d'accord? Et vous avez derrière de l'air froid qui arrive. Et l'air froid, il vient, hop là, pardon,
Excusez-moi, hein, j'ai besoin encore de. J'ai encore besoin de. Tac, tac. Voilà, l'air froid, lui, il arrive dessous, il arrive de là, comme ça, il vient là, comme ça. Et comme un coin, il vient ici taper la masse d'air chaude. Et comme l'air chaud, bah lui, il est plus léger que l'air froid, il est moins dense, et ben il se soulève. Tout simplement, il se soulève. Et en se soulevant, ben, ça crée une énergie qui amène les nuages vers le haut. Plus ils arrivent vers le haut, plus c'est froid. Et plus c'est froid, bim, plus ça tape. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, bon là, le front est déjà bien avancé, d'accord? Mais ici, vous avez la tête de la part du front. Vous êtes dans le corps, on est dans le corps de la dépression, mais on est sur la tête du front ici. Et si vous aviez été toujours dans l'immeuble le plus petit de Crevard, ici, eh bien, c'est ça que vous auriez vu arriver en premier, d'accord, sur le front froid. Et ensuite, vous aurez vu le développement du cumulonimbus, ensuite derrière de l'altocumulus, de l'altostratus, du cirrostratus et du cirrus à la fin. Ils ne peuvent toujours pas être ton frère, d'accord? Quand je vous dis que la violence n'est pas la même, c'est qu'on considère que l'air froid, c'est que l'air froid va reposer très activement l'air chaud antérieur. L'air chaud antérieur, c'est celui qui est devant qu'on voit là, hein, qui est juste devant le cumulonimbus ici, d'accord? Et il avance et il est poussé vers le haut. Ça crée une inertie complète. Et cette inertie complète-là, elle vient amener des nuages très hauts. Amener les nuages très hauts. Est-ce que je peux lever le doigt? Juste une chose, c'est que vous avez le cumulonimbus que vous voyez. En général, le cumulonimbus, il s'aplatit sur la tropopause, d'accord, qui peut être à une altitude différente en fonction de la masse d'air. Si la masse d'air est épaisse, eh bien, ça monte plus haut. Et si elle n'est pas épaisse, donc si c'est une forte dépression, on a la tropopause qui descend et vous avez le cumulonimbus qui, lui, s'aplatit à la tropopause parce que c'est un endroit où, quand ça monte, la température, c'est l'inversion. La température, elle n'augmente plus, elle reste stable et au bout d'un moment, elle remonte un petit peu. Donc, le nuage est bloqué, il ne peut plus monter. Donc, il s'étale. C'est l'étage supérieur de l'enclume, la fameuse enclume, parce que c'est aussi comme ça qu'est appelé le cumulonimbus. D'accord? Je peux lever le doigt? Ben, appuie sur le bouton, lève Vous le doigt. m'entendez? Il y a un bouton pour lever le doigt. Je sais Ah pas ben où vas-y, il est. je t'écoute. Vas-y, Patrick. Non, mais je voulais juste demander une petite question par rapport à tout ce que tu dis là, cumulonimbus, bon, la masse d'air froide, la masse d'air chaude, et inversement. Est-ce qu'on a une proportion de temps, mettons, dans ce qu'on va appeler, mettons, une masse d'air froide qui va arriver et qui va former un cumulonimbus, et inversement, est-ce qu'on a une proportion de temps ou est-ce que c'est bon, voilà, c'est comme ça Alors c'est marrant parce que ce que tu viens la question que tu viens de poser est complètement similaire à celle que Bérénice a posée par écrit. Est-ce que l'arrivée d'un front froid déjà donne toujours un cumulonimbus? Ben non. Ben non. On n'a pas toujours de l'orage. Pour qu'il y ait de l'orage, un cumulonimbus sur l'arrivée d'un front froid, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une grosse instabilité et qu'on ait des contrastes forts. Vous voyez? Donc, en termes de temps et de puissance, c'est à peu près égal au temps que met le fût du canon à refroidir. C'est-à-dire un certain temps. Bah ouais, c'est un certain temps. Donc, tout dépend des quoi? Des 4 états de la masse d'air. Des 4 états de la masse d'air. Exactement. D'accord? Si on a un soulèvement brutal avec une dépression qui est très très forte, ça va faire exploser le cumulonimbus devant. D'accord? Si on est sur des amplitudes qui ne sont pas énormes, eh bien, ça va faire bordel. Voilà, simplement. Alors, je vais profiter de ce moment-là pour
pour remettre tout le monde à l'heure sur le cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est un nuage qui est très dangereux pour les parapentistes. D'accord? Tout le monde dit qu'il est dangereux parce qu'on peut se faire aspirer dans un cumulonimbus. On peut se faire sucer par un gros noir. C'est comme ça que les choses se disent parfois. On a tous en idée, en tête, l'idée, l'image, l'information, le film, ce que vous voulez, de Eva Wisniewska qui se fait aspirer et qui monte à 9600 et quelques mètres. D'accord. Vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire aspirer par un cumulonimbus. Pour une bonne raison, c'est qu'il faut être complètement con pour voler sous un cumulonimbus. Poto, arrête de rallumer ton micro, lève la main juste parce que j'ai tous les sons derrière toi. Ah non, c'est pas toi. Excuse-moi, Poto, c'est pas toi, excuse-moi. Et donc, le cumulonimbus, le danger, c'est pas qu'il vous aspire. Parce que quand il va vous aspirer. Ah, excuse-moi, Poto, excuse-moi. Quand il vous aura aspiré, eh bien, c'est que juste avant, vous n'aurez pas vu les éclairs, vous n'aurez pas vu les gros nuages terribles, vous n'aurez pas vu les cumulus congestus qui vous disent Poto, casse-toi, parce que ça va être bordel, hein, ça va être bordel grave. Donc, casse-toi de là. Et donc, vous avez quand même été voir pour voir si vraiment ce qu'on dit, est-ce que ça monte vraiment? Et là, oui, ça monte. Hein. La compétition avec Eva Wisniewska et 3 personnes dans un cumulonimbus, ça n'est pas d'un coup. Hein. Ça peut nous surprendre, mais ça n'est pas d'un coup. Ce qui est dangereux sur un cumulonimbus, c'est pas ce qui monte, c'est ce qui descend. Et là, on est dans une catastrophe absolue. Je vous explique. Un cumulonimbus, c'est un ogre, c'est un monstre qui se nourrit de chaleur et d'humidité. Comme la voisine. D'accord? Sauf qu'elle, elle garde tout. Alors que lui est comme un cumulonimbus. Il y a tout qui monte et ça monte et ça monte. Et une fois que ça monte, ça refroidit, c'est humide, ça condense, ça fait de la glace, ça fait des morceaux de glace, ça fait énormément de perturbations très fortes qui se solidifient, qui s'alourdissent, et au bout d'un moment, tout ça, il faut que ça retombe. D'accord? Ça va retomber principalement sous forme de pluie et de grêle. Mais un cumulonimbus, ça pèse aux alentours de... C'est lourd, hein? Entre 70 millions et 100 millions de tonnes. Alors, 100 millions de tonnes d'eau, c'est 100 millions de mètres cubes d'eau. Et 1 million de mètres cubes, 1 mètre cube d'eau, si ce n'est pas aussi solide, si ce n'est pas aussi 1 mètre cube d'air, si ce n'est pas aussi lourd qu'un mètre cube d'eau, ça prend exactement la même place. C'est-à-dire que quand tout ça va se mettre à tomber vers le sol, d'une manière mécanique, vous allez avoir l'air qui est rencontré par ces objets qui va s'écarter pour les laisser tomber. Et là, vous avez ce qu'on appelle des rafales sous orage, et vous avez des perturbations qui peuvent vous amener des rafales de 35 à 70 km/h dans un rayon de 40 km qui peut aller jusqu'à 40 km autour d'un nuage d'orage comme ça. Donc le vrai danger, il est là. Le danger, c'est pas tant de se faire aspirer, parce que pour ça, il faut être complètement con. C'est de se faire jeter en vent de cul ou à 70 km/h par de l'eau et de la glace qui tombe, surtout de l'eau. Quand vous êtes en parapente, dès que vous voyez de l'eau qui tombe, il faut partir, il faut aller se poser de toute urgence. Alors, bien évidemment, avant l'eau, vous aurez certainement eu l'orage. Donc, plus vous attendez, plus vous vous exposez à un danger grave, à un danger mortel, qui sont les rafales sous orage provoquées par les chutes d'hydrométéores. Ça va, mon Jean-Chef? Et autres grêlons, hydrométéores solides. D'ailleurs, j'espère qu'il m'en reste ce soir des hydrométéores solides parce que c'est pour l'apéro. Voilà, donc ça c'est super important. Je voulais juste faire ce rappel sur le cumulonimbus, histoire de mettre tout le monde d'accord. D'accord? Donc les nuages associés, vous les voyez là. Il y a
cumulonimbus et le cirrus. C'est les cirrus, c'est la nimbe, hein, c'est le sommet de l'orage. Et derrière, tous les nuages associés, en partant du principe qu'on est toujours dans ce sens-là. Tout se déplace de l'ouest vers l'est, comme ça je ne risque pas de me tromper. D'accord ? Regardez un peu à gauche, là, les altitudes. 10 000, 20 000. La vérité, celui-là, c'est le cumulonimbus de l'année. Mais ça monte jusqu'à 15, 16, 17 km. Quand vous avez, voilà, quand en général, vous avez un cumulonimbus qui monte jusqu'à 25 000 mètres, c'est qu'on a des nuages d'orage que l'on retrouve, des nuages d'instabilité que l'on retrouve en période de forte atmosphère anticyclonique, hein, et en général sur des reliefs et de manière absolument isolée. Un peu comme ce qu'on voit derrière la Sainte-Victoire tout l'été. Ce n'est pas des nuages de front froid, c'est des nuages c'est des orages d'instabilité anticyclonique. Voilà, donc derrière ici, vous avez le nuage, ça va vers la droite. Ici, vous avez le siège, pardon, le cul de la queue de la perturbation, qui va derrière entraîner un ciel de traîne, d'accord, un ciel de traîne active. En général, quand vous avez un front froid qui passe comme ça, c'est assez rarement le lendemain, de cette taille surtout, hein, c'est assez rarement le lendemain qu'on peut voler, mais c'est sûrement le surlendemain avec un magnifique de ciel d'après-traîne, peuplé de beaux cumulus sous lesquels vont à nouveau naviguer de nombreux engins de vol. C'est la situation la plus optimiste que nous avons choisi d'illustrer ci-dessus. J'ai fini de lire la page, parce que c'était marqué en bas. Mais c'était plutôt bien dit. Front chaud, front froid. Lui, là, passe par-dessous, soulève la masse d'air chaude, et petit à petit, il va arriver à l'occlure. L'occlusion, c'est la fin, c'est la mort. C'est le moment où le front froid, plus rapide, rattrape le front chaud. D'accord ? Vous avez vu, vous vous souvenez, le schéma du bordel qui tourne, là, et c'est le début de la fin. Parce que les masses d'air vont se stabiliser par le comblement de la dépression qui lui a donné naissance. Donc au départ, on avait une dépression. La dépression, l'air froid qui a soulevé l'air chaud au départ, hein, le front chaud, d'accord ? Vous avez l'air chaud qui est passé par-dessus. En passant par-dessus, hop, il a aspiré l'air froid. Ça a créé une dépression. Ça s'est mis à tourner grâce à la force de Buvalo et la loi de Buvalo et de Coriolis. Et c'est venu, ça a vécu et ça vient mourir comme ça, par une stabilisation. C'est d'abord une stabilisation de pression, on vient combler la dépression et ensuite on vient avoir un équilibrage de température également. Nico, il y a pause ou il n'y a pas pause ? Si tu veux. Si je veux faire une pause, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur une éventuelle pause à droite ? On n'a pas fini, hein ? Pas pause. Une pause, c'est bien. Il n'y a pas de bière, poteau. Une pause. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de bière. Hein. Mais ça va, Non, tu peux profiter, faire des questions-réponses peut-être. Un bisou, JC. Là, Bérénice, par exemple, a posé des questions sur le déplacement du front froid et du front chaud. Alors, non, le front froid ne vient pas de l'ouest, Bérénice. C'est la perturbation qui arrive de l'ouest. Le front, il vient de l'ouest, mais comme ça tourne, après il vient du sud, il vient du sud-est, il vient de l'est, il vient du nord-est, il vient du nord. Tu vois, comme ça tourne tout autour, c'est pour ça qu'en général, quand tu connais bien ton coin, ta météo, quand tu as une arrivée d'est, c'est un retour d'est ou alors une arrivée de perturbation en hiver. Quand tu as de l'est, tu peux être sûr que c'est un front froid qui arrive, tu as de la pluie qui arrive juste derrière. Ça te permet de savoir exactement d'où vient la perturbation et où est-ce qu'elle en est surtout. Où est-ce qu'elle en est. Mais comme ça tourne en permanence, il devient que les fronts se suivent comme ça. Ben, ils arrivent. Par contre, tout l'ensemble circule d'ouest en est dans l'hémisphère nord et d'est en ouest dans l'hémisphère sud. C'est la raison, pour te donner une autre illustration, pour laquelle les gens qui font le tour du monde en bateau, eh bien, pour aller aux États-Unis ou aux Caraïbes, ben, ils descendent en dessous de l'équateur et au Cap-Vert, ils partent par les vents portants. Et pour revenir, hop, ils remontent au-dessus de l'équateur et ils reviennent avec les vents portants. C'est l'inverse dans l'hémisphère sud.
tout va de la droite vers la gauche. C'est rigolo parce que quand on va en voyage en Afrique du Sud, quel merveilleux voyage, vous n'avez pas idée. Eh bien, quand on fait des prévisions, on se méfie toujours un petit peu parce qu'on a toujours des vieux réflexes qui font qu'on fait de la merde. Salut Evan, je suis très content. Ewan, je suis très content de te voir. Pas de pause, combien de bières encore? Pause, pas de pause, pause. Je vais quand même faire pipi, je reviens, mes amis. D'accord? Ça marche. Ah merde, j'avais une question à te poser. Comment? Je peux pas. Oups, attends. Non, mais j'avais juste une question à te poser avant d'aller faire pipi. Putain, mais. Ah, je déconne. Attends, Patrick, qu'il revienne. T'arrives. Ah, mais je déconne, Nico. Bon, Titou, comment ça va? C'est pour lui faire. Excuse-moi, Nico. Bonjour à tous. Ouais, ça va et toi? Ouais. C'est plaisir de voir un peu ta petite tête. Ah, T'avais même pas? Alors, Alors? Comment ça va? Comment tu te portes? Ben, toujours pareil. Tu veux voir un peu? Attends, bouge pas. les deux jambes, j'espère. Ah, j'ai vu les béquilles derrière déjà. Oh, Titou, ça fait Oh, longtemps. putain, sans déconner. Ah, Sans déconner. Ah, c'est Iron Man. Ah, ça se pour trouve. un athéro. Tout ça pour un athéro nickel. Franchement. Ouais, pour un athéro parfait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'étais là. Voilà, comme quoi, tu vois. Ah, ça va, ça va, ça va. Ça commence à aller mieux. Il y a Tito qui nous présentait sa jambe. C'est vrai? Oui? Bah, allez, vas-y, je continue. Allez, continue, je t'écoute. Vas-y, continue, JC. Alors, juste pour une petite démonstration à tous, d'accord? Vous avez ici la matérialisation relativement simple des hydrométéores qui se sont solidifiés, vous voyez? Là. Et sous le fait simple, comment dirais-je, montre-le-moi, de la gravité, eh bien, regardez, hop, il tombe, tout simplement. Et c'est super efficace parce que au moins, on n'est pas emmerdé, on ne les perd pas. Pardonnez-moi, je suis désolé, c'était pas une petite aparté. Ok, on est reparti. On est naissance, vie et mort de la dépression. On est pourtant, on est parti vers l'occlusion, qui est la mort de la dépression par un équilibrage, dépression et ensuite des températures. Si vous regardez un schéma comme celui-là, qui vous donne idée du déplacement des dépressions de l'ouest vers l'est, souvenez-vous de ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les symboliques. Vous avez ici, en bleu piquant, le front chaud, en rouge, chaud et rond, le front froid, pardon. En tête, vous avez le front chaud, d'accord? Et tout cet ensemble se déplace vers la droite, puisque l'air froid ici rattrape le front chaud. Là, il est en train de le rattraper. Ça va se passer par ici. Et ici, on est sur une occlusion. Et on voit, Bérénice, que ça se déplace, de la gauche vers la droite. Donc, on est dans l'hémisphère. Oui, dans l'hémisphère nord, parce que là, il y a la France. Alors, quand vous êtes sur votre site, ou sur un autre site, parce que la météo, ça marche partout pareil, eh bien, vous avez la possibilité, oh non, pas ça, vous avez la possibilité de faire une petite analyse du changement de temps pendant le passage des fronts. D'accord? On est d'accord qu'une perturbation, c'est la dépression, c'est le front froid, le front chaud et l'occlusion. D'accord? Donc, je vais pas vous faire ça, ça va prendre trop de temps. Mais regardez que le front chaud, avant, il se stabilise au sud ou sud-ouest en forcissant. Là, sur le schéma, tourne au sud-ouest et forcit encore parfois. Après, léger changement de direction fort. Et puis après, vous avez le front froid qui arrive. Regardez, les changements de direction ici sont consécutifs à la rotation de la dépression dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère nord. Ça répond à la question de Bérénice tout à l'heure. Merci à tous
pour la santé. J'ai pas tout ça pour moi, d'accord. Les températures, elles augmentent, elles restent stationnaires, elles baissent rapidement, un peu baissées. En général, quand vous avez un front chaud, vous avez. Bon, je suis toujours partisan de dire qu'elle peut augmenter lentement. En revanche, le gradient de température sur un front chaud est toujours beaucoup plus faible que sur un front froid, évidemment, hein, où il y a le phénomène d'évaporation de l'eau qui tombe du ciel, qui en tombant amène par effet katabatique, gravité, l'air froid qui est avec. Donc voilà, front chaud, ça va, le front froid, ça va pas. D'accord. En bas, vous avez les précipitations, la nébulosité, on s'en bat les couilles. Et la visibilité, ben, elle est mauvaise, assez bonne, et après faible, assez bonne, augmente pendant le front froid, assez bonne, pas pendant l'orage quand même, hein, ça dépend. Voilà. Donc, conclusion, parce que finalement, pour le vol en parapente, hein, c'est pas tout à fait fini, pour le vol en parapente en France métropolitaine, eh bien, sur un front chaud, avant dynamique, pendant aucun, après dynamique. Quand on dit dynamique, parce que c'est quand même de l'air chaud, c'est de l'air chaud qui avance. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement stable, un front chaud. Et derrière, le thermique, évidemment, là, vous reprenez à voler. En gros, le créneau entre les deux en dynamique, là, en général, c'est de la merde. Quand vous avez un front chaud, ici, ça arrive fréquemment, hein, les Marseillais sont là pour le confirmer, d'avoir un front chaud qui arrive à 19h, à 22h, il fait quasi beau. À 23h, vous avez le front froid. À 2h du matin, il pleut. Le lendemain matin, on va voler. Ça peut passer un front de manière super rapide en fonction du vent dans lequel il se trouve et surtout de l'interaction de tout ce qu'il y a autour. De l'interaction de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est important. Voilà. Sur le schéma récapitulatif, alors ça, c'est assez intéressant. Regardez, vous avez ici un déplacement de la gauche vers la droite. Vous avez ici. Je levais la main. Oui, je t'écoute. Hein. Et pour l'inversement, il y a un front froid par rapport à un front chaud. Il faut que tu reformules. Non, mais parce que là, tu étais en train de nous expliquer par rapport à un front chaud, d'un front froid, ça peut aller vite, etc., etc. Et Oui. par rapport à un front froid. Non, mais alors c'est ça. Il faut absolument que vous sortiez et il faut que vous changiez d'échelle. D'accord ? L'air froid, il avance à 25 km à l'heure et l'air froid et l'air chaud, il avance à 13 km à l'heure. Donc l'air froid va rattraper l'air chaud. Là, tu parles de front et les fronts sont des composantes de la perturbation. La perturbation, elle, dans son ensemble, elle se déplace. Ça n'a rien à voir avec la vitesse des fronts qui est à l'intérieur. En gros, là, vous avez sur une dépression. Finalement, si vous me sortez ça au BPC, attention, sur ce schéma BPC, c'est absolument parfait. Hein. Là, vous voyez qu'on est dans l'hémisphère nord, tout décale de la gauche vers la droite. Là, vous avez la tête de la dépression. Là, vous avez son corps. Et là, vous avez sa traîne, que l'on aurait pu appeler sa queue. Mais non, c'est une traîne. Parce que derrière, on n'a pas un ciel de queue. Tu ne peux pas aller voler sur un ciel de queue, c'est ridicule. Tu peux voler dans un ciel de traîne. L'air antérieur, il est forcément froid, mais il n'a rien demandé à personne, lui. Il est là, il est tranquille, tu vois, ça va bien, quoi. Derrière, vous avez l'air chaud ici qui arrive, hop, qui va passer par-dessus. Regardez, on voit dessous qui passe par-dessus. Là, vous êtes tranquille en train de voler. Vous voyez les nuages qui arrivent ici. On est en corrélation hein, ici. Hein. Vous avez les nuages qui arrivent ici. Derrière, vous avez le petit nimbostratus. Vous avez le secteur chaud qui est le corps de la dépression. D'accord ? Évidemment, parce que l'air chaud, ça, c'est la tête du front. Et ça, c'est le corps. Enfin, c'est l'air chaud qui est là. Donc, vous avez le corps de la dépression. Et derrière, vous avez l'air froid ici qui arrive dessous. Il arrive en piquant, il arrive, il remonte tout. C'est le bordel. On voit bien que hop, la masse d'air va vers le haut. D'accord ? C'est le bordel. Et derrière, vous avez ici l'occlusion qui arrive, qui correspond à peu près ici. Et derrière, il fait beau. On a le ciel de traîne. Ce schéma est très important, les amis. Hein, je vous le dis. C'est en termes de météorologie ce qui va vous permettre de comprendre une carte isobarique. Hein. Je vais vous montrer ça juste après. Ça ne va pas être très très long. J'essaie, il y a Delphine qui veut intervenir, je crois. Oui, avec plaisir, Delphine. Delphine, es-tu là? La main. C'est bon là? Non, oui, c'est bon, Delphine. Tout le monde 500 personnes t'écoutent. Ouais, super.
Non, j'ai juste posé une question. Je ne comprenais pas pourquoi il y a une mauvaise visibilité quand il y a un front chaud qui arrive. Au Parce début. que, pardon, excuse-moi. Non, voilà, c'est tout. En général, l'air froid est sec et l'air chaud est humide. Et un air chaud qui est humide, il est chargé d'humidité et ça entraîne une espèce de blanc laiteux qu'on voit un peu sous les premiers voiles de Cyrus. C'est dégueulasse. D'accord. C'est Ok. exclusivement dû à l'humidité qu'il contient. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Ouais. J'ai un voisin, on est à Cuges, hein. J'ai un voisin qui fait du jus de pomme dans son jardin, hein, il est là, hein. Non, je m'en suis douté de ça, c'était pour ça, mais je sais pas. Delphine, il faut couper ton micro. J'ai coupé le micro. J'ai coupé. Heureusement que. Voilà, donc ça, c'est un schéma récapitulatif d'une mec à la fin du cours, plein de jus de pomme. Il dit, c'est trop bien. Et ça, c'est un schéma qui est vraiment important. Donc, juste, parce que la question de Bérénice m'a beaucoup plu tout à l'heure, tu vois. Si on considère que tout cet ensemble-là, Patrick, c'est important aussi, ça se déplace d'ouest en est. Si je suis ici, d'accord, si je suis à cet endroit, admettons qu'il y ait une carte de France là. Si je suis là, je sais que j'ai un front chaud qui arrive. Et si je suis là, ici, quand je suis là, si je sens un léger vent de sud-ouest un peu chaud, ben ça veut dire que je vais rentrer dans le corps de la dépression. Quand je suis là, si je prends du nord-ouest froid, ça veut dire que le front froid est en train de passer. Et de toute façon, là, je prends une branlée, il y a du nuage. D'accord ? Donc voilà, tout ça tourne évidemment dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là. Sur la terminologie isobarique, et ça c'est important parce que je vous ai donné là des éléments, je vais juste faire une petite vérification. C'est ce qui me semblait. Sur la terminologie isobarique, lorsque vous avez une carte comme celle-là, alors ça, je vais vous dire un truc, c'est passionnant. C'est formidable parce que c'est tout le génie humain mis à votre disposition. C'est-à-dire que quand tu regardes une carte comme ça, tu te dis, je suis trop con, j'y arriverai jamais. Puis une fois que je t'explique, eh ben, c'est trop facile. C'est super facile. Regardez, vous avez ici cette carte isobarique. Vous avez des chiffres dedans. On est d'accord tout à l'heure qu'on a dit que la pression atmosphère standard, elle fait 1013 hectopascales. Et donc, on considère que c'est la norme. Ensuite, vous avez le dessus et le dessous. Tout ce qui est en dessus, on considère que c'est anticyclonique. Tout ce qui est dessous, on considère que c'est dépressionnaire. Donc, regardez là. Vous avez ici ces lignes, ici, là. C'est Christophe qui a fait la chanson, Céline? Ah non, c'est Aline, peu cher, Christophe, il est mort. Je suis désolé. Et donc, vous avez ici ces lignes isobariques. Une ligne isobarique, c'est une ligne imaginaire sur laquelle on a la même pression atmosphérique tout le long. Là, c'est 1010, et bien là, il fait 1010 tout le long. D'accord? Là, c'est 1005, 1015. Hop là, entre 1010 et 1015, il y a une différence. On est au-dessus et en dessous de la pression atmosphérique standard. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, on a un D comme dépression. Sur une carte anglaise, c'est L comme Lao. D'accord? Et ensuite, on a ici un A, ou ici, c'est plus facile, comme un anticyclone. D'accord? C'est height sur la carte anglaise. Dites-vous bien une chose, c'est que tout ça, ça peut se dessiner exactement comme une carte géographique avec des courbes de niveau. D'accord? Donc, c'est simple. Donnez-vous une référence altimétrique, ce qui est faux, hein, évidemment. Donnez-vous une référence altimétrique. Là, on est à 1020 mètres, et là, on est à 990 mètres. Et bien là, vous avez une grosse descente. Là, on est en dépression. Là, on est au fond du trou. Ouais, ça va. Et là, on est au sommet de la montagne. D'accord? Et bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a la tropopause ici qui est très haute, et là, elle est très basse. Et les vents vont toujours de l'anticyclone vers la dépression. Donc là, on va avoir des vents qui vont aller dans ce sens-là et qui vont partir dans ce sens-là grâce à la loi de Buy-Ballot, B-U-Y, Ballot, B-A-2-L-O-T ou S. Une fois que vous avez tapé Buy et bas, ça vous donne le bon truc. Ça vous amène ici sur les lignes isobariques. Et sur une ligne isobarique, on sait que le vent suit les lignes isobariques. Donc, on sait que ici, là, le vent, il tourne comme ça.
et il suit les lignes, d'accord? Donc, si je suis ici, d'accord, eh bien, je vais avoir du vent de sud. Fort ou pas fort? Eh bien, relativement fort, parce que plus les isobars sont rapprochés, plus le vent est fort. Plus ils sont écartés, moins le vent est fort. C'est le principe quand vous lisez une carte. D'accord? Et ici, vous avez une dépression et un anticyclone l'un à côté de l'autre. Alors, c'est marrant, c'est très intéressant parce que regardez, c'est une dépression, pourtant on est à 1015. C'est parce que 1013, c'est une pression de référence. Là, on a 1015, on a 1020. Donc, le 1015 est plus faible que 1020, donc il est dépressionnaire par rapport au 1020. Mais comme les isobars sont très espacés, on est en marée barométrique, on n'a pas beaucoup de vent, on est en général dans une situation favorable au vol libre ou pas. Ça dépend de là où viennent se placer les isobars. Si c'est au-dessus de 1013, c'est favorable au vol libre. Si c'est en dessous de 1013, c'est défavorable au vol libre. Attends, j'ai perdu le conversé. Voilà. Oui, je t'écoute. Oui, c'est de ça que je voulais te parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être exactement dans les chiffres standards, admettons, de l'anticyclone ou de la dépression. On n'y est jamais. Personne n'a jamais vu personne n'a jamais vu sur un baromètre 1013,25 hectopascal. Oui, voilà. Carrément. C'est juste des standards qui arrêtent un genre de standard pour dire qu'ici on est en dépression ou là on est en. C'est pour définir aussi le flight level. Ouais, mais là, ça commence à attaquer de l'altimétrie sur de la météorologie. Je te garantis que l'altimétrie, ça fait l'objet d'un cours théorique à lui tout seul. Je suis sûr que c'est Nicolas qui vient de parler. C'est pour ça. Pas du tout. Non, Non, c'était Laurent. Ah, c'est Laurent. C'est Laurent. C'est un coup pareil. Nicolas. Alors, juste pour répondre sur la petite question, merci Julien, ton message me touche beaucoup. Les perturbations, Michel, n'arrivent pas du sud-est, elles arrivent en général dans notre région du nord-ouest et ça dépend de la saison. En fonction de la saison, si on a l'anticyclone des Açores qui est tout en bas, eh bien, elles vont arriver de l'ouest ou du nord-ouest et plus l'anticyclone remonte, plus elles se rebondissent sur l'anticyclone. Mais ce n'est pas d'une règle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle arrive de l'ouest dans notre hémisphère nord. Victor, les lignes sont horizontales, eh ben, elles vont dans le sens du vent. C'est comme, le centre, ça va dans le sens du vent. Pardon, Delphine, si tu nous écoutes. Donc, elles sont horizontales, mais si elles sont horizontales, en général, elles sont espacées. Et si en général, elles sont espacées, on est sur un système anticyclonique. Et sur un système anticyclonique, on est sur peu de vent, parce qu'on a des isobars qui sont relativement espacés. Voilà. Donc là, vous avez le barré barométrique, et ensuite, en dessous, alors, on est toujours sur la symbolisation des cartes. Vous avez ici les indications de vent. Vous avez cette petite flèche-là. Alors, par rapport, on avance en kilomètres à l'heure. Le vent, c'est en kilomètres à l'heure, mais la météo donne toujours le vent en nœuds. Et croyez-moi, les nœuds, c'est pas ce qui manque ici. Hein. Pardon. Vous avez ici le premier symbole, vous avez une flèche. Là, c'est 5 nœuds. Quand vous avez une flèche avec une petite barre, c'est une demi-barre en réalité, 5 nœuds. Une grande barre, c'est 10 nœuds. 2 grandes barres, ben voilà, il faut savoir compter jusqu'à 5. Et si vous savez compter jusqu'à 5, voire jusqu'à 10, ça peut passer. Un triangle, c'est 50 nœuds. Et là, c'est 65 nœuds. Quand vous avez 65 nœuds, il ne faut pas aller voler. C'est une situation défavorable à la pratique du vol libre. OK, donc ça, c'est la symbolique que vous avez sur les cartes, isométriques. Exactement, Guigui, d'ouest en est, donc de la gauche vers la droite, et inversement dans l'hémisphère sud.
Sur ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Donc, ce qu'on a vu en termes de montagnes, de collines, de lacs, de vallées, d'accord? On a vu des talwegs, on a vu des crêtes, on a vu des talwegs. Une crête, c'est une ligne de crête en haut d'une colline. Un talweg, eh ben, c'est le fond d'une rivière qui remonte gentiment la montagne. L'anticyclone haute, la plus élevée du secteur. Dorsale, c'est haute par rapport à l'environnement immédiat. Donc, c'est comme sur une colline, la crête qui part du déco sud au déco sud-ouest. Vous avez la crête derrière, ça s'appelle une dorsale. La dépression, eh bien, c'est la basse la plus faible du secteur, donc c'est le fond du lac, d'accord? Le talweg, eh bien, c'est basse par rapport à l'environnement immédiat, donc c'est le fond de la vallée, d'accord? Voilà, et là, le col, on s'en branle, et le marais barométrique, c'est un peu de variation. C'était Margaret qui avait derrière moi. Je suis désolé, elle n'a pas conscience du fait que c'est un cours qui est rémunéré, et elle fait ça de manière absolument insolente. Elle sera punie bien plus tard. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Voilà. Quand tu parles des rapports, Bérénice, j'ai peur de comprendre. Ah, pardon, je n'avais pas vu la scène. Donc, ensuite, vous avez quelque chose qui me plaît bien. Regardez ce tableau, ce qui est trop dégaine. Pour conclure ce cours de météorologie, nous allons faire un petit cours de climatologie appliqué au parapente, mais plus particulièrement appliqué à l'abruti qui tire sur les ficelles dessous. Non, je plaisante. Évidemment, je plaisante parce que vous êtes tous des gens formidables. Je vous aime profondément. Vous me manquez beaucoup. Pour autant, vous êtes quand même tous différents. Et regardez sur ce petit tableau, vous avez 4 profils de parapentistes. Le risque tout, l'optimiste, le pessimiste, le timoré. Je pense qu'il ne manque pas de case. Non, ça va. Ouais, d'accord. Et c'est marrant parce que les saisons sont toutes différentes. Il y a moyen de voler en parapente toutes les saisons, tout le temps, du janvier à janvier. D'accord. Et vous avez là, mais je vous laisserai lire ça plus tard. Nicolas a dit que le cours était enregistré. D'abord, je revois pour savoir si je ne suis pas trop con et puis voir si c'est diffusable. Et pour choisir le moment de voler, voir à quelle période on peut voler le plus et où est-ce que ça fonctionne le mieux. Ça fonctionne le mieux, évidemment, le printemps et l'été, hein, mais ça marche aussi en automne et en hiver. Maintenant, ça fonctionne. Surtout à Cuges-les-Pins. À Cuges, ça vole toujours, c'est comme à Guergourt. Hein, je vous laisse avancer ça comme ça. Vous avez évidemment la fin de l'année. Je vous laisserai le regarder. Vous aurez accès à ça, hein, bien évidemment. Hein. Vous aurez accès à ça. Et voilà, d'accord. Donc, je vous laisserai lire ça. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Ce que je voulais vous dire, le cours météo est terminé, hein, mais je vais répondre aux questions à ceux qui ont des questions à poser, bien évidemment déjà. Et puis, je vais vous parler un peu de la situation actuelle, parce que vous le méritez bien, que la situation actuelle, on vit une situation incroyable, inexpliquée pour l'instant, mais les premiers indices arrivent petit à petit depuis ce matin. On vit une situation de dingue. Ne mangez pas de pangolin, parce que déjà, il y a des écailles et ça doit croquer sous la dent. Et savoir quand est-ce qu'on va revoler. Pour l'instant, je pense que le mec qui vous donne la date à laquelle on va revoler, c'est un mec qui vous ment, parce qu'on ne sait pas. Pour le coup, il pourrait avoir sa place dans le tableau en dessous là. Vous avez le risque tout. Le risque tout, c'est c'est pas l'abruti, mais bon, voilà, c'est le mec qui a volé cet après-midi à Marseille, par exemple. Le mec qui a volé à Marseille cet après-midi, je pense qu'il va s'en souvenir. D'accord? Parce que moi, j'ai une école de parapente. J'ai fermé une école de parapente. J'ai mis 7 moniteurs au chômage. Premièrement, parce que le préfet l'a dit. Et quand le préfet l'a dit, moi, je regarde dans les yeux et je dis à vos ordres, monsieur le préfet. Deuxièmement, parce que si j'ai un parapentiste qui tombe de 30 ans et qui se casse un col du fémur avec une fracture hémorragique, je sais que les médecins vont laisser mourir une mamie de 80 ans pour pouvoir le soigner. Ça, je le sais parce qu'ils sont faits comme ça, c'est comme ça. Et puis aussi, par respect pour les gens qui n'ont pas
le loisir de voler. Je ne peux pas mettre un parapente en l'air. Les gens sont confinés chez eux. On ne peut pas montrer un parapente dans le ciel. Ce n'est pas humain, ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Et je te dis ça à toi qui as volé cet après-midi à Marseille. D'accord? Il ne faut pas le faire. C'est quelque chose qui n'est pas correct. C'est quelque chose de dingue. Il faut avoir aucune conscience collective. D'accord? On n'est pas dans les soft cause, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est une question de rationalisation, c'est une question de respect, de psychologie, de philosophie et surtout une question d'éducation. Ça, on ne me l'aura jamais de l'esprit. D'accord? Donc, c'est compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on revienne rapidement. Je sais que le ministère de la Jeunesse et des Sports travaille d'arrache-pied pour pouvoir prendre la décision, d'arrache-pied pour savoir dans quelles conditions les activités de pleine nature vont pouvoir continuer. Le paramoteur va avoir du mal parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fracassé en paramoteur ce matin dans l'Est de la France. C'est comme ça la vie. Moi, je vous aime profondément. De toute façon, je vous aime profondément. Et donc, voilà. Donc, faites attention à vous. Sachez qu'on pense à vous tout le temps. Il y aura notre cours vendredi prochain. Vous serez les bienvenus. Je suis content d'avoir trouvé ce nouveau format parce que je vais peut-être m'y tenir à l'année maintenant. Vous proposer tous les vendredis, peut-être tous les 15 jours, pour être sûr de vous tenir des cours théoriques à distance comme celle-là, parce que quand ça vole, vous voulez voler, et quand ça ne vole pas, en général, vous ne venez pas. Voilà. Sachez que Michel, Marcos, Fab, Tali, Alban, Cyril, Pancho, qui est en pleine de formation d'élèves moniteurs, et moi-même, on pense beaucoup à vous. La priorité, c'est de rester vivant, de rester chez nous. C'est pas de faire du parapente, ça viendra après. Voilà. Donc, on vous embrasse fort, 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 et à tout bientôt. Merci à tous, merci pour votre attention. Oh, je vous embrasse, à bientôt. Ciao les copains, merci, c'était top. C'est bisous, bisous. Merci encore. Gros bisous. Bravo à toute l'équipe. Ouais, t'étais bien. Merci Ouais, beaucoup. super. Les À gars, c'est refaire, l'apéro. à refaire. Allez, Laissez-le portez-vous parler. bien tout le monde. Salut. 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 Merci. Salut à tous. Ton dessin est formidable. Bien, Zoom. JC, je te fais un gros bisou. Je te dis à super bientôt. Ouais, je t'embrasse, poto, à bientôt. Ouais. Ségolène, si tu m'entends, lève la main. De quoi? Je t'aime, Ségolène, je t'aime très fort. Ah, Ségolène, non, moi c'est Patrick. Hervé. Patrick. Aussi, hein. Merde, Hervé. Merde, hein. Oh putain. Allez vous raser, les gars. Putain. Oui, ça pousse. Moi, je suis. Voilà. M'entends là, Nico? En tout cas, j'espère que le format vous a convenu. C'était la première fois. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est génial. Eric, que le Ne sac. change rien. Ne change rien. Non, mais c'est vraiment exceptionnel, hein, JC. Merde, tu valides ou pas? Tu vas entendre avec le son. Merde, il n'y a pas ton micro. Oui, ça y est, le micro est mis. Ah, putain, mon ami. Ouais. Ça va, je valide. Hein. Patrick. Ouais. Bisous, Bernard. Hello. On voit toutes les caméras, c'est sympa de voir un peu du monde. Ami. Ah ouais, c'est des amis là. Bon, je vous quitte. Salut à tous. Oh, Je vous quitte. Noël, putain, mon ami. Ah oui. Très belle coupe, JC. Hein. Magnifique. Florian qui me l'a fait. Merci, JC. Excellent. JC, merci de la part de Philippe. Merci à toi. Et au revoir à tous. Bravo. De la part de Dominique. Salut Flo. Au top, très très bien. À bientôt, gros bisous à tous. Allez, bon week-end. Alors, Amadi, Bisous, merci. à bientôt, je vous embrasse, vous me manquez tous et soyez convaincus qu'on se reverra bientôt. Là, j'essaie de meubler histoire de retrouver le bouton qui permettra de mettre fin à la réunion. Et, À vendredi prochain. Bonsoir à tous. Merci Bye bye. pour cette- À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. Ne fais pas chier.